ou de démocratie directe. Vous les voyez bien. Les partis politiques d'aujourd'hui, pour la plupart, c'est des entreprises, permettez-moi de le dire, qui appartiennent à telle et à telle et à telle personne, parce qu'ils ont financé ces partis politiques. Et donc, les partis politiques sont un mécanisme qui porte l'individu, qui lui assure un statut social, qui lui assure donc une position dans l'État ou dans les organisations de pouvoir en Guinée, et qui lui permettent de continuer à recevoir indûment, pour la plupart, ce qu'il peut recevoir sur le plan financier, sur le plan matériel, ce qui lui permet de continuer de perpétuer le parti politique, parce que c'est lui qui, en fin de compte, est la poche. Donc le parti, non seulement il le finance, mais aussi il le met en poche. C'est ça la réalité malheureuse. Il faut la dire. On ne peut pas transformer quelque chose sans le dénoncer clairement, sans avoir connu quelle est la nature et le dire, le déclarer. Ensuite, en trouver des solutions. Nous disons que la démocratie participative directe, c'est l'apanage du PDG et seul réaliser tout le monde. Alors, donc, mais vous changez avec les grands partis politiques qu'on connaît aujourd'hui qui sont bien implantés quand même. Les dernières élections ont prouvé que le parti au pouvoir et l'opposition, ils se partagent aujourd'hui l'électorat. Oui, je suis d'accord avec vous, mais sur quelle base? Sur des bases qui nous amènent à ce que vous disiez tantôt, crise sociale à répétition, des bases qui nous amènent droit dans le mur. Alors nous disons et nous dénonçons ça, parce que c'est vrai. La démocratie, c'est le jeu de la majorité. Mais quand cette majorité, elle peut être négative, quand cette majorité est liée strictement à l'ethnie et à la région, elle devient négative vis-à-vis de la nation. Il faut la dénoncer. On est d'accord que par le jeu démocratique, ces partis aient eu le devant, par des circonstances historiques particulières aussi, qui ont amené ces partis. On est d'accord, mais les grands, c'est ce que vous appelez les grands partis. Le RPG, Arc-en-Ciel, et l'UFDG, entre autres. Mais c'est des partis ethniques, essentiellement. Et si aujourd'hui il y a édulcoration quelque part, c'est simplement pour montrer à tout le monde que c'est des partis transversaux ou que c'est des partis qui nationaux, mais en réalité, d'abord le RPG c'est très simple, c'est le parti au pouvoir. Donc, c'est la mangeoire, et beaucoup de cadres, ils viennent tirer par une idéologie ou non. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas l'idéologie qui guide ces partis. Et de l'autre côté, on sait très bien que l'UFDG, c'est un parti essentiellement peul. Quand l'un est malinqué, l'autre est peul. Alors, si ceci constitue un gage de garantie pour eux dans le système démocratique que nous vivons aujourd'hui, pour se prévaloir du titre d'être premier, d'accord. Nous estimons que la Guinée entière, le champ de la Guinée, tout le peuple de Guinée est concerné, et également tous les citoyens guinéens sont concernés également. Ce qui fait que pour nous, le Badiaranké de Koundara, ou le Konyagi de Koundara, ou le Manon de Yom ou Lola là-bas, sont tous égaux en droit et en devoir. Et conséquemment, les partis doivent connaître une mutation et cesser de s'enfermer pour des raisons strictement politiciennes, de s'enfermer dans cette logique ethnique qui conduit la nation tout entière au chaos. Comparativement, M. Touré, vous pensez que la gestion du PDG avait plus réuni les Guinéens que maintenant? C'est très simple, la gestion du PDG a créé la nation guinéenne. Si vous voulez la comparaison, la gestion du PDG a créé la nation guinéenne. Et cette nation, jusqu'à présent, tient bon
Dieu merci. Malgré tous les assauts, par ailleurs, qu'elle a subis. Et dans l'avenir, vous proposez encore toujours cela? Mais bien sûr, il faut qu'il y ait une nation unie, une, forte, indivisible, et qu'on cesse de se regarder par le patronyme, par l'origine ethnique, familiale, ou par l'origine régionale. Qu'on sache que nous sommes des Guinéens et qu'on sache que nous sommes des Africains. Et qu'on sache que nous sommes d'ailleurs des hommes tout court pour embrasser le développement requis et intégrer cette société universelle qui nous appelle et à laquelle nous devons répondre, et nous devons répondre de manière digne, de manière indépendante, de manière souveraine, de manière à participer à l'essor de l'universel, à participer à l'essor de l'humanité tout entière. Vous critiquez ces partis politiques aujourd'hui, vous pensez qu'ils ont ethnicisé le débat politique. Pourtant, monsieur Touré, le PDG RDA s'est allié au RPG Arc-en-Ciel en 2010. Mais oui, le PDG RDA. D'ailleurs, le PDG RDA n'a jamais, jusqu'à présent, on n'a jamais dénoncé l'alliance qu'on a faite. Donc vous la maintenez, votre alliance? Mais ce n'est pas ça le problème. L'alliance est un fait. De toutes les façons, ces alliances politiques-là, elles sont de nature tellement politicienne que je me demande, bon, nous allons quitter cette alliance, nous allons aller vers quelle autre alliance? Ce n'est pas ça l'important. On n'est pas forcément obligé en politique d'être en alliance. C'est vrai, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On ne se trouve pas obligé. Mais ceux, par contre, qui nous obligent, c'est de dire la vérité, de critiquer la situation comme elle est, et que cela corresponde à la réalité du peuple de Guinée, ou en tout cas à la réalité de l'interprétation de la situation qui se fait par rapport au PDG, par rapport à la vision que le PDG a de la nation, par rapport à la réalité que le PDG veut promouvoir pour la nation guinéenne, contrairement à ce qu'il y a comme état des lieux. Malgré tout, vous ne dénoncez pas l'alliance de 2017-2015 avec le RPG Arc-en-Ciel. Mais vous savez, nous sommes en démocratie. Quand nous avons la latitude, tant que nous avons la latitude d'être dans l'alliance et de dire ce que nous voulons, d'être qui nous sommes, de critiquer même nos alliés, mais je ne vois même pas pourquoi il y a de problème. C'est ce que nous faisons. Nous disons au peuple de Guinée, nous disons à la nation guinéenne, voilà ce que le PDG pense de telle et de telle et de telle situation. Et je crois que, de ce point de vue, nous sommes franchement très ouverts. Vous êtes allié depuis 2010, 2015 aussi. Est-ce que vous vous sentez responsable de la gestion du pouvoir aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le bilan vous appartient aussi? Non. Non? Non. Pourquoi? Non, parce que nous n'avons pas participé à la gestion directe. Nous n'avons jamais participé à la gestion directe. Nous avons toujours été, comme nous le faisons, donnant des indicatifs, des indications, donnant des critiques, faisant des critiques par rapport à la situation, faisant des propositions qui peuvent être prises, tout comme elles peuvent ne pas être prises. Parfois, elles sont prises sans reconnaître que c'est le PDG. Mais c'est tant mieux, c'est pour le bien de la nation. On ne s'en plaint pas. Mais voilà, donc nous ne nous sentons pas directement responsables de la gestion qui est en train de se faire. Surtout que nous avons été complètement opposés à ça. Surtout par rapport à la gouvernance locale. Ce qui est en train de se faire, les élections, etc. Et le fait de priver les citoyens guinéens, au niveau le plus direct de la participation des citoyens, on le prive, n'est-ce pas, le droit légitime de désigner et de voter pour ses représentants. On l'a dit, on l'a critiqué. La loi qui a été votée au forceps la dernière fois
au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, nous l'avons rejeté, avec un certain nombre d'autres partis politiques d'ailleurs. Nous disons ce que nous pensons. Et je crois que cette indépendance est bonne. Et je ne pense pas que cela, qu'on soit dans une alliance ou dans une autre, que, n'est-ce pas, à partir du moment où on a cette indépendance d'expression, on a cette indépendance d'analyse, on a cette indépendance de faire connaître quelles sont les positions du parti, je ne pense pas qu'il y ait un problème majeur. Mais si vous n'êtes pas responsable du bilan, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est parce que vous voyez que ce bilan n'est pas si glorieux, n'est pas ce que vous attendiez au départ? Glorieux ou pas glorieux, c'est le fait que nous ne participions pas directement à la gestion qui fait que nous ne sommes pas responsables. Maintenant, le jugement qu'on fait de la gouvernance, ça c'est une autre affaire. Nous ne participons pas, donc nous ne pouvons pas être responsables. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai compris ce que je dis. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez alors de la gouvernance? Mais la gouvernance, elle est ce que je dis, elle est mitigée. Quand vous prenez par exemple l'action du président de la République, parce que en fait, de gouvernance, tout tourne autour du président de la République et de la présidence. C'est un pouvoir extrêmement concentré. Tout se passe à la présidence, tout se dénoue là-bas. Donc, les sorties du président de la République, les efforts qu'il a faits sur le plan international, font que quelque part, la Guinée est reconnue aujourd'hui sur le plan international. Et la visibilité du pays est grande et il y a certains accords tacites pour aider et soutenir, n'est-ce pas, le pays par rapport aux efforts certainement que le président a fait et par rapport aussi, il ne faut pas l'oublier, aux intérêts qui se joignent par rapport à notre pays, l'exploitation de nos ressources minérales, etc., qui, n'est-ce pas, la Guinée, il ne faut pas oublier, est la convoitise de tout le monde. La convoitise de tout le monde. Alors donc, que ces intérêts convergent et que ces intérêts soient gérés de manière à ce que, n'est-ce pas, les gens, les uns et les autres y trouvent leur compte, c'est quelque chose. D'accord? Mais le problème qu'il y a, c'est que ça, c'est un aspect de la gouvernance. L'aspect le plus important pour nous, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. À l'intérieur, la gouvernance, elle est médiocre. À l'intérieur, la gouvernance est médiocre. Oui, mais c'est la preuve, si vous la voulez, c'est que partout, il y a des crises sociales à répétition. L'une s'éteint, l'autre s'allume, l'une s'éteint, l'autre s'allume, etc. Et dans tout le pays, sans distinction d'ethnie ou de région. Donc le problème est sérieux. La gouvernance à l'intérieur du pays doit être repensée systématiquement. Et c'est là où le PDG, avec le génie qu'il a eu, en créant l'État guinéen, en créant la nation guinéenne, doivent être revisités et revisités évidemment à la, si vous voulez, au goût d'aujourd'hui. On ne peut pas dire la Guinée de 58 n'est pas celle de 70, la Guinée de 70 n'est pas celle de 84, la Guinée de 2018 ne peut pas être celle de même 95. Donc, il faut réajuster ce qu'il y a à réajuster, mais garder les fondamentaux qui permettent aux citoyens guinéens une jouissance plus grande de ces libertés, une participation plus effective à la vie de sa nation par le biais d'un État qu'il aura approprié, dont il se serait approprié et par rapport auquel il agira. Il exercera son pouvoir. Les témoignages des anciens disent que le PDG a réussi à bâtir un État à partir de rien. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Touré, avec le constat que vous faites, l'État là existe aujourd'hui avec les lynchages publics qu'on trouve, les manifestations à répétition, l'autorité de l'État qui manque de se faire respecter? L'État, comment vous appréciez réellement l'autorité de l'État? L'État en tant que structure appareil?
je veux vous dire très sincèrement, le président de la République, en 2010, revenant au pouvoir, a proclamé solennellement qu'il prenait un pays, pas un État. Mais pas un État. Nous avons été plus ou moins d'accord parce que, en réalité, quand l'État est toujours présent, c'est vrai, mais quand la déliquescence de l'État a atteint un degré extrême, que cet État soit pratiquement un narco-État quand il prenait le pouvoir, et il faut reconnaître que cet État n'en était pas un. C'est pas un État sérieux. C'est vrai. Donc nous avons accepté ça. Il était donc question de refonder cet État-là. Et c'est cet exercice auquel nous sommes en train d'assister. Il y a eu toutes sortes d'institutions républicaines qui sont mises pour gérer justement les affaires de l'État. Est-ce que vous comprenez? Mais force est de reconnaître, d'abord, toutes ne sont pas encore établies. La haute Cour de justice manque encore, n'est pas mise en place. La haute autorité, je crois, de collectivités locales. Bon, celle-là, ce sera peut-être après les élections communales. Il y a 10 ans que le pouvoir, pratiquement près de 10 ans que, n'est-ce pas, nous exerçons ce pouvoir-là. Et jusqu'à présent, cet instrument de l'État, cet instrument de décentralisation de l'État n'est pas démocratique, n'est pas en place. Donc ça, c'est déjà ce que je reproche. Mais ensuite, le reproche le plus grand, c'est de constater que nous calquons beaucoup plus des structures d'un État qui ne sont pas l'émanation des Guinéens eux-mêmes. Et conséquemment, nous avons toutes ces institutions républicaines, mais qui sont détachées de vous et de moi en tant que citoyens à la base. La société réelle n'a rien à voir avec l'État, ne le comprend même pas, ne le saisit encore moins, et donc participe très difficilement à actionner cet État-là. À partir de ce moment, il y a donc un décalage systématique entre ce qu'il y a comme État, au sommet, État formel et société réelle. Et, évidemment, cette réalité fait que les crises sont des crises à répétition. Cette réalité fait que le citoyen qui n'a rien à voir avec cet État-là ne le considère pas et donc n'a pas le même respect qu'il doit avoir. Mais donc règle ses affaires dans la rue. En tout cas, il trouve les moyens de régler ses affaires en dehors de cette structure qui lui est étrange. Alors donc, un problème fondamental est posé dans la manière de penser cet État. Il faut refonder l'État, c'est certain, mais il faut refonder l'État sur la base de réalité, alors que nous, au PDG, ce que nous proposons, c'est que d'accord, c'est nous qui avons créé l'État guinéen. Et l'État guinéen était en parfaite harmonie avec les citoyens guinéens. Personne ne peut le nier. Et c'est cette force interne qui a déterminé le respect, la respectabilité de cet État sur le plan international, malgré toutes les oppositions qui lui ont été faites à l'époque. Aujourd'hui, la reconnaissance internationale semble être, mais la reconnaissance du peuple de Guinée vis-à-vis de cet État n'est pas. Alors c'est un problème sérieux, alors que c'est l'inverse qui doit se produire. Donc quand vous me dites de parler de l'État et de ce que nous pensons de cet État, eh bien voilà ce que nous vous disons. Parce que finalement, le peuple de Guinée, c'est pas les cadres de Conakry. Qui d'ailleurs, depuis un certain moment, et ça c'est avant la Troisième République, ont créé un système hybride pour s'accaparer cet État-là justement et en faire la vache laitière. Et chacun en profite au maximum. Et le peuple de Guinée est là pour souffrir. Et le peuple de Guinée est là pour ne recevoir que qu'une
infime partie des revenus que la nation engrange. Est-ce là normal? Mais le seul mot aujourd'hui pour remédier à cela, M. Touré, convenons que c'est les élections. Le peuple doit élire donc ses dirigeants. Est-ce que vous pensez que là aussi, il n'y a pas de solution? Non, mais on est d'accord qu'il y ait des élections. On est d'accord qu'il y ait un système de démocratie. On est d'accord. Nous pensons que le système de démocratie est insuffisant. Puisque nous pensons que le système de démocratie qui doit être établi n'est pas simplement un système représentatif, mais c'est un système de participation directe des populations. Dans ces conditions, nous pensons, effectivement, nous ne sommes pas contre les élections. Bien, loin s'en faut. Mais faut-il que les élections aboutissent à quelque chose? Il ne faut pas que les élections soient pipées, il ne faut pas que les élections soient prises en otage, il ne faut pas que des représentants aillent au nom de je ne sais quoi pour prétendre être des représentants d'une population alors qu'en réalité, ils représentent des intérêts complètement opposés et parfois même adverses aux populations. Alors, toutes ces questions, c'est celle-là que nous posons avec acuité. Toutes ces questions, c'est celle-là que nous essayons de voir au travers le système qui nous est proposé, à travers les méthodes qui nous sont aujourd'hui pratiquement imposées. Alors, aujourd'hui, ces élections se pointent à l'horizon. Est-ce que vous craignez, en matière d'organisation, qu'elles seront bien organisées, il n'y aura pas de fraude par rapport à ces élections? Vous ne craignez pas de mauvaise organisation de ces élections? Si, nous craignons beaucoup de mauvaise organisation. Regardez, il y a tellement de mauvaise foi. Regardez, simplement l'organisation, le différement de la fête de l'indépendance qui devait être fait le 2 octobre. On parlera de ça tout à l'heure. Oui, non mais c'est un exemple. Quand vous dites, moi j'ai des craintes, pour les amener à la veille des élections, pour engager une campagne, c'est une campagne électorale qu'on est en train de à peine déguiser d'ailleurs. Avec combien de nos milliards qui vont? Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut continuer à corrompre l'électorat, on veut continuer à racheter les consciences. Il faut le dénoncer parce que ce n'est pas une méthode, ce n'est pas des manières qui assurent la stabilité et la garantie de la nation guinéenne. Nous sommes garants, nous nous considérons garants de cette nation que nous avons forgée, nous, PDG-RDA. Donc, tout ce qui amène à détruire ou à distorder ou à créer des problèmes par rapport à cette création, nous sommes obligés de les dénoncer. Vous pensez que la date, c'est le 2 octobre, pas le 13 janvier? Ça, c'est l'histoire, non? C'est pas que je n'ai pas à penser ça. Personne n'a pensé quoi que ce soit. C'est ça le fait. Donc vous n'êtes pas d'accord qu'on célèbre ça le 13 janvier? Encore qu'il y ait des conditions qui requièrent qu'on diffère. Moi, je n'ai pas de problème. Mais qu'on le fasse et qu'on le calcule, qu'on le calibre par rapport à d'autres événements politiques, là, ça devient un problème. Beaucoup pensent que c'est une manière de falsifier l'histoire de la Guinée. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Bon, tout est possible. Toutes les interprétations. On ouvre la voie à toutes les interprétations. Parce qu'il y a une date d'indépendance. Alors pourquoi on ne la célèbre pas? Les infrastructures Il a fallu. Mais nous, au PDG, on a célébré le 28 septembre. On a laissé à l'État de célébrer le 2 octobre. Mais le 2 octobre a été célébré par des jeunes qui se sont rendus compte que l'État ne faisait rien, et donc ils se sont regroupés en catimini pour faire quelque chose et marquer l'événement. À l'esplanade du palais. Bien sûr, vous étiez là. Ça a été reporté, les médias. Avec un succès. Avec beaucoup de succès, parce que les gens s'attendent à ça. C'est des symboles inaltérables qu'on ne doit pas toucher. C'est ce qui fait de nous qui nous sommes. Bon, d'accord. Qu'il y ait pour une année, 2 années, des raisons techniques ou des raisons, une raison ou l'autre, pour que le déferment se fasse, le décalage se fasse d'une date à une autre. D'accord. Mais que cela soit systématique pendant combien d'années de suite et que cela
correspondent particulièrement à des joutes électorales et que cela corresponde aussi à une manifestation pratiquement de campagne électorale, là je trouve que c'est une coïncidence troublante. Ce n'est pas une coïncidence troublante, c'est un fait qu'on dénonce. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas du hasard. C'est bien calculé, c'est politiquement fait pour ça. Alors donc on le dénonce. D'accord. Mais l'idée de délocaliser les fêtes de l'indépendance, ça vous n'êtes pas contre? Pas du tout, bien au contraire. C'est une très bonne chose que cela se fasse partout dans le pays. C'est normal. J'aurais demandé au président de la République de se délocaliser lui-même toute l'année et de faire du chef-lieu de la région qui est choisi sa capitale pour l'année. Peut-être que les réalisations se feraient encore beaucoup plus. Et vite encore. Bien sûr. Comparativement à la révolution aujourd'hui, la célébration de nos fêtes d'indépendance, beaucoup pensent qu'on a un peu diminué. Les festivités ne sont pas plus grandioses maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Bon, ce qui s'est passé à Kanka était très grandiose. Qu'on dise que les festivités... Mais le 2 octobre à Conakry, il y a eu que des productions de fleurs à Conakry. Oui, d'accord, le 2 octobre. Mais quand on parle de festivités, mais ma foi, avec tous les milliards qui sont engagés là-dedans, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on peut trouver que ces manifestations soient moins grandes. Elles sont moins grandes parce qu'elles sont, à l'époque du PDG, c'était le peuple qui manifestait, tout le monde sortait. C'était une... Il y avait des défilés à plus. Mais il faut voir, il n'y a qu'à voir les vidéos pour vous rendre compte. Il y a des vidéos d'archives, il faut les regarder et vous vous rendrez compte. Et vous verrez la différence entre l'ordre, la discipline, l'organisation qu'il y avait, la motivation et l'engouement que les populations avaient. Aujourd'hui, je suis au regret de dire que l'engouement se fait plutôt beaucoup plus par rapport aux sommes d'argent qui sont distribuées. Et ceci, c'est ce qui crée ce climat de corruption totale dans le pays, ce auquel nous devons être systématiquement opposés. Est-ce que les jeunes qui viennent au PDG vous disent qu'ils sont nostalgiques de ce temps ancien où tout était bien fait et qu'ils étaient organisés de manière grandiose? Les jeunes qui viennent au PDG aujourd'hui ne sont pas nostalgiques, ils ne peuvent pas être nostalgiques, c'est une réalité qu'ils n'ont pas connue. Mais de ce qu'ils savent de ça, ils veulent que leur avenir ressemble à quelque chose de ce genre. Et on leur dit, oui, cet avenir peut ressembler et être même mieux, mais cela dépend de vous, jeunes. C'est vous qui devez le travailler. Par vous-même et pour vous-même. C'est ça la philosophie du PDG. Donc il ne faut pas dire, je veux ça et rêver. Non, il faut s'y mettre, travailler jour après jour et avoir acquis après acquis pour atteindre les objectifs que nous avons, que vous, jeunes, vous partagez avec nous. Donc voilà un peu la situation du PDG. Et je suis vraiment très heureux de vous annoncer que la plupart de nos listes aujourd'hui sont de jeunes qui sont pratiquement de la génération de mes enfants. Alors, parlons de ces crises à répétition aujourd'hui. Il faut reconnaître que le secteur de l'éducation a été très touché par ces crises. Et comment vous expliquez que des mouvements syndicaux qui ne parviennent pas à stabiliser l'école guinéenne, quelle explication vous avez à donner à ça, alors que le syndicat est reconnu constitutionnellement, réglementaire et organisé quand même? Oui, mais l'école guinéenne a été purement et simplement déséquilibrée. L'école guinéenne était une école publique. Tous les jeunes Guinéens, à partir de 7 ans, obligatoirement les parents étaient obligés de mettre leurs enfants à partir de 7 ans à l'école. Et quand vous ne les mettiez pas à l'école, vous aviez des comptes à rendre. Et quand vous rentrez vos enfants à l'école, ils
commençait jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sans payer grand-chose, payer même rien, jusqu'à l'université. Et après, quand l'enfant avait les notes qu'il fallait, il allait à un poste universitaire qui lui était aussi assuré par l'État, entièrement. C'était ça, l'école guinéenne. Et on a formé des milliers et des milliers de cadres, des milliers et des milliers de docteurs S-sciences, toutes branches confondues. On dit non, c'est pas bon. Il faut casser ce système-là, il faut permettre à des gens d'avoir leurs écoles privées, etc., etc. Ils sont donc, on commence à créer des écoles privées. Mais comme l'ensemble de l'État a été pratiquement hijacked par des cadres corrompus, véreux, une bureaucratie complètement pourrie, ils se mettent, eux, bureaucrates, à rentrer dans le jeu de l'école et créer des écoles pour eux. Et donc, est soutenu par l'État, surtout au supérieur. Vous avez donc chaque ministre ou chaque ancien ministre qui a son institut, son université, et l'État donne les bourses aux étudiants qu'on transfère à ces universités-là. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Au lieu que cet argent qui soit transféré à des universités privées ne permette de consolider les bases des universités et des écoles qu'il y avait et d'ouvrir de nouvelles écoles, non, on crée une nouvelle bourgeoisie sur la base de l'appauvrissement des populations parce qu'on exige à ce que les enfants et leurs parents payent des études. C'est pour ça aujourd'hui vous voyez la tonne d'enfants dans la rue qui ne vont pas à l'école parce que simplement leurs parents ne peuvent pas assumer leur scolarité. C'est cher. Une scolarité qui est d'ailleurs bâclée parce qu'il faut payer. Et quand vous avez payé, bon, l'enfant il passe, qu'il est la note, il n'est pas la note, enfin, etc. Il y a toujours des allongements. Les professeurs qui sont pris pour l'enseignement sont pris simplement pour remplir l'espace. Il n'y a aucun critère de choix particulier. Donc l'école s'est cassée. L'école guinéenne se casse. Et comme beaucoup d'autres secteurs se sont cassés, de la même manière. Donc il faut regarder ça de façon très froide. Il faut analyser les raisons historiques qui ont amené à ce délabrement de l'école guinéenne et puis récupérer cette école-là au profit de la nation, au profit de sa jeunesse, au profit du devenir de nous tous. Mais les mouvements syndicaux aussi, c'est pas facile à gérer, ça perturbe l'école. Oui, mais les mouvements syndicaux, c'est une conséquence d'une crise plus profonde. De toutes les façons, les syndicats qui réagissent, même leurs revendications, elles sont légitimes. Hein? Les revendications des syndicats sont légitimes. Ils veulent, les enseignants veulent avoir quand même un minimum de conditions de vie afin de continuer adéquatement leur travail. Ce qui est normal. Il n'y a rien de mauvais à ça. Il n'y a rien de mauvais à ça. Simplement, nous disons, c'est dans un contexte où ces petites revendications indiciaires-là et salariales-là ne représentent rien. Pourquoi? Parce que quand vous regardez à l'échelle de la Guinée aujourd'hui, le ministre guinéen, quand il a son salaire, seulement son salaire, il ne peut pas en vivre. On sait ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez que l'instituteur fasse? Avec son salaire. Ou que la secrétaire, ou que le planton fasse. Pourtant, c'est des hommes à part entière. Le planton a sa famille, qu'il doit faire vivre sur la base de son travail. Mais le ministre est obligé de se débrouiller. Alors, donc, il faut remettre tout ça sur la table. Dire, voilà les problèmes que nous avons. Quel est le niveau de vie réel?
le pouvoir d'achat réel. Quels sont les salaires qui doivent correspondre à ce pouvoir d'achat réel? Comment est-ce qu'on doit, peut-être pour diminuer les charges de l'État, réduire la fonction publique, les effectifs? Comment faire pour réduire ces effectifs-là? Comment assumer la mutation entre fonctionnaires d'État et entrepreneurs, par exemple? Tu es mécanicien, tu peux ouvrir un petit garage avec l'aide de l'État. Un prêt que tu rends. Tu peux, je ne sais pas, ouvrir une société de comptabilité, tu es un comptable. Avec l'aide de l'État. Un encadrement qui te permette d'aller jusqu'à ce que tu te suffises toi-même financièrement, ton entreprise, ta petite entreprise se suffise elle-même, etc., etc. Mais tu es libéré. L'État ne se préoccupe plus de toi, tu n'es plus un fonctionnaire de l'État parce qu'il y en a trop. Et ensuite faire une sélection de ces fonctionnaires sur des bases, des critères extrêmement rigoureux. Que les meilleurs soient dans l'administration. Que quand on vous dit, vous êtes de l'administration guinéenne, on vous tire le chapeau parce que vous avez passé une série de tests qui méritent respect. Et conséquemment, quand vous êtes dans l'administration guinéenne, qu'on vous donne le salaire qui vous mette à l'abri de tout besoin. Dans ces conditions, quand vous trichez, vous avez des comptes à rendre. Mais la plupart du temps, vous serez tellement heureux et tellement de performer, de travailler. Parce que ça, c'est la nature de l'homme. Il travaille, il aime travailler, il est fait pour ça. Et quand il travaille, il a une série de récompenses, au-delà des récompenses, comment on dit, physiques, matérielles. Il a une série de récompenses psychologiques, morales, etc., qu'on cherche aussi. Donc voilà des approches qu'il faut faire. Mais pour le faire, il faut que tout le monde se mette autour de la table et que décidément, que le leadership dise voilà ce qu'il faut faire. Et que des solutions soient trouvées dans ce sens-là. Nous pouvons le faire et nous allons le faire. Le président Condé a beaucoup promis à Kankan encore qu'il va faire des infrastructures, des routes. Est-ce que vous pensez à la réalisation, vous croyez à la réalisation de ces promesses d'ici 2020? J'ai pas de problème avec, de toutes les façons. Il semble que les Chinois ont donné 20 milliards et que les Chinois, par un mécanisme, vont venir investir dans ces infrastructures. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'implication des Guinéens. Parce que moi, faire les réalisations qu'on a faites à Kankan, par exemple, la question qui est récurrente, c'est comment vous allez entretenir. Je pose la question. On dit d'accord, il y a toutes ces infrastructures-là, mais comment elles seront entretenues? Bon, d'accord, que les Chinois viennent, ils fassent toutes les infrastructures dont vous parlez là. Que les Guinéens ne soient mêlés que de façon marginale à ces réalisations-là. Après, comment nous allons faire? Garder les Chinois pour leur entretien? Pour leur maintien? C'est-à-dire que c'est cette dynamique, cette synergie, le fait que les Guinéens doivent participer à tout, sur le plan de la gouvernance, sur le plan du développement économique, de la croissance, comme on veut le dire, de toutes les façons, des infrastructures, etc., que les Guinéens soient sous le régime du PDG, parce que de toutes les façons, c'est une référence. Et je suis heureux que le président de la République ait, dans son discours, cité beaucoup, à plusieurs reprises, le PDG comme une référence. On a une des raisons pour lesquelles nous sommes de l'Alliance, par exemple. Parce qu'au moins, à quelque niveau que ce soit, c'est reconnu, ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, le PDG, qui est une référence, avait une méthode que nous avions appelée dans les plus grandes entreprises. Par exemple, l'Afrigia, l'africanisation des cadres. FRIA était tenue la direction générale par des Guinéens, la direction administrative par des Guinéens, la direction financière par des Guinéens, la direction technique par des Guinéens. Mais on y est arrivé. Et c'est pour ça que quand on a vu FRIA fermer, j'ai eu le haut le cœur. Parce que les Guinéens qui avaient là,
et qui était en charge de faire marcher l'usine, aurait pu continuer à faire marcher l'usine. Puisque l'usine rapporte de toutes les façons. Alors on n'avait pas à revendre au bas prix cette usine-là, ce qui a été le cas. Vous prenez la CBG, c'était le critère, et partout. Quand il y avait, par exemple, les textiles de Sanoya, cet exemple est extrêmement illustratif. Les textiles de Sanoya, avant d'être faits, on avait déjà envoyé des étudiants pour étudier comment planter et entretenir le coton. Vous comprenez? La chaîne, c'est le coton. La matière première. C'est ça, la chaîne, ça commence là-bas. Et c'est après là-bas que le tissu va sortir et qu'on commercialisera le tissu. Donc, depuis les ingénieurs agricoles qui ont appris à faire le coton, à planter le coton, ont été déjà préparés et lancés. Quand l'usine était prête, les plantations étaient en marche et automatiquement, sans compter que tous les techniciens qui avaient dans l'usine aussi étaient partis pour apprendre les méthodes et par rapport aux machines qui avaient été installées. Ce qui fait que dès que l'usine était en marche, mais il n'y avait pas d'interruption, c'était automatique. C'était automatique. Aujourd'hui, j'ai des promotionnaires à moi qui sont ingénieurs de coton, qui sont à Cancan, et il y a eu l'action coton là, et ils sont assis parce qu'ils n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils ont appris, c'est comment faire le coton. Ils sont privés d'emploi aujourd'hui parce que, justement, le profil a été fermé. Donc, c'est pour vous dire que c'est non seulement la vision, mais une organisation rationnelle et beaucoup de méthodes qui permettent d'aboutir à ces résultats. Ce n'est pas sorcier, ça demande de la réflexion, ça demande de la planification, ça demande beaucoup de volonté et ça demande une vision claire. Nous pensons que nous l'avons et nous pensons que sur le plan des communales, déjà, nous pouvons l'exercer. Et c'est pour ça que nous demandons à toutes les communes où il y a des listes PDG que les citoyens considèrent fortement de s'impliquer et de voter pour les listes PDG. Mais Akaloum, c'est votre sœur qui est candidate là-bas. Elle est membre du bureau exécutif du parti, mais elle est candidate indépendante. Oui, c'est vrai. Est-ce que le parti va la soutenir? Le parti soutient toutes les candidatures indépendantes qui sont pas en contradiction avec la vision du parti. À partir de ce moment, je ne vois pas pourquoi on ne soutiendrait pas. Beaucoup pourraient penser peut-être qu'elle est candidate sur la liste du PDG RDA, pas sur une liste indépendante. Oui, bon, c'est vrai, elle l'aurait pu, mais elle n'a pas été, elle a choisi d'être sur la liste indépendante parce que elle s'est dit, ça, c'est la possibilité, la plus grande possibilité pour avoir Kaloum. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le PDG est encore sujet à beaucoup de tiraillements, une contradiction inutile d'ailleurs, je le dis en passant, mais c'est ça la réalité. Alors si on peut faire fi de ça pour, de toutes les façons, mettre en place un système de gestion qui au final donne le pouvoir au peuple, et moi je ne vois pas pourquoi on va lésiner. Pourquoi on va hésiter? À titre personnel, est-ce que vous avez fait campagne pour elle, à Kaloum? À titre personnel, pas en tant que secrétaire général du PDG. Cela va sans dire. Je le fais déjà. Cela va sans dire. C'est ma soeur, vous avez dit. En plus du fait qu'elle soit de la direction nationale du PDG. Il nous reste 5 minutes, monsieur. 2020, ça arrive à grands pas. Quels sont les grands défis auxquels les Guinéens doivent répondre avant 2020? Les défis en matière de démocratie, de développement. Parce que 2020, c'est une date importante. Beaucoup pensent déjà à l'alternance et d'autres parlent de continuité. Vous, quels sont les grands défis? La paix et la stabilité. La paix et la stabilité. Tous ceux qui ont un regard sur 2010, tous ceux qui veulent
exprimer leur volonté de gérer cette nation au plus haut niveau, parce que 2020, ce sera ça, les enjeux, c'est présidentiel. Je pense que tous ceux qui ont ce regard-là doivent comprendre que rien ne sera établi, rien ne sera possible sans paix et stabilité. Donc, pour moi, aujourd'hui, les défis principaux, c'est assumer la paix et la stabilité de la nation afin que des élections se fassent de façon raisonnable et que le peuple de Guinée continue à jouir d'un développement harmonieux. Ce n'est pas l'homme qui est déterminant. Il faut que l'ensemble du peuple de Guinée progresse ensemble. Et ça, il faut que le leadership le comprenne et que le leadership accepte. Que ce soit Mohamed Touré qui soit choisi pour être président de la République en 2020, Mohamed Touré ne le fera pas sans l'héritage qu'il aura d'Alpha Condé. Et d'ailleurs, il sera plus judicieux et plus intelligent pour Mohamed Touré d'associer M. Alpha Condé à la gestion de la nation dans ces conditions. Parce que c'est une continuité. Il ne faut jamais le voir en tant que parti, manière, et puis interrompre l'évolution. Non, on peut discuter. À chaque phase, dire non, on pense que c'est comme ça, on pense que c'est comme ça. Mais la trame de la nation, elle est la trame de la nation. Et il faut la garantir, il faut l'assurer. Donc, je dis encore et je répète, les défis majeurs qu'il y a, c'est la paix et la stabilité. Il faut que cela se fasse. Et cela, l'un des gages premiers de cela, c'est réaliser et consolider l'unité nationale. Réaliser et consolider l'unité nationale. C'est pas seulement parce qu'on dit ah nous sommes tous les mêmes, ah il n'y a pas de souci. C'est pas avec les mots. Non, d'abord dire 4 régions. Il n'y a pas 4 régions en Guinée. C'est des régions. L'État guinéen est constitué de régions administratives. Sortons du carcan du blocage des régions naturelles. Nous avons déjà en moyenne Guinée là-bas, il y a 2 régions administratives. Il n'y a pas une seule région. Ici, sur la côte, il y a 2 régions administratives, sinon même 3. Quand on prend la région de Conakry, mais à celle-là, il faut ajouter Kindia et Boké. Si vous prenez la Haute-Guinée ou la forêt, Kisidou, c'est dans la région administrative de Farana. Farana n'est pas dans la région administrative de Kankan. Nous avons un État qui s'articule sur des régions administratives. Alors parlons régions administratives. Sortons même dans le discours de ces histoires de régions naturelles qui amènent la division à ce niveau-là. Sortons de ça. Laissons les expressions libres de toutes les populations. Culturellement, chacun a un héritage culturel et il faut embrasser cet héritage culturel, il faut le mixer à l'héritage national et il faut le valoriser en tant que tel. Mais c'est tout. Le reste, nous sommes des Guinéens. Et il faut affirmer ça à tous les niveaux. Entre la continuité et l'alternance, de quel côté vous battrez en 2020? La Constitution dit quoi? Les 2 mandats constitutionnels. Alors, vous voulez que je cherche quoi d'autre? Merci beaucoup, M. Mohamed Touré. C'est à moi de vous remercier. Merci à tous, merci à tous. C'est fini, carte sur table, l'émission est terminée aujourd'hui. Nous étions avec M. Mohamed Touré, le secrétaire général du PDGRDA. Merci à Ousmane Keta pour la conduite technique. Ici, microphone Abdoulaye Siri Diallo. Cette émission a été réalisée par Souribine Taba. Merci, au revoir, à bientôt. Je ne suis pas d'accord, c'est Touré qui est dans mon studio comme ça. Ah? C'était bien, ah? C'était bien, ah? C'était bien, ah? C'était bien,